Mes parents ont annoncé lors de leur dîner d'anniversaire de mariage, nous partons à Hawaï la semaine prochaine avec toute la famille pour une autre fête, tout le monde était heureux. Puis je leur ai demandé, à quelle heure est le départ? Papa a répondu, tu ne le sais pas parce que tu ne fais pas partie des nôtres. Tu peux rester ici et t'occuper de tous les enfants, ce que j'ai dit ensuite. Personne ne pouvait y croire. Je m'appelle Wendy Dixon. J'ai 32 ans. Il y a 3 semaines, lors du dîner de leur 40e anniversaire de mariage, mes parents se sont levés et ont annoncé, devant 30 invités, nous emmenons toute la famille à Hawaï la semaine prochaine pour une autre célébration. Tout le monde a applaudi. Ma sœur a poussé un cri de joie. J'ai souri, imaginant déjà les palmiers et la brise de l'océan. Mes premières vraies vacances depuis des années. Puis, j'ai commis l'erreur de poser une simple question. À quelle heure est notre vol? Mon père m'a regardé comme si j'avais parlé une langue étrangère. Le sourire de ma mère s'est crispé. Et, devant chaque invité présent dans cette pièce, mon père a dit, tu n'as pas besoin de le savoir, Wendy. Tu ne fais pas partie de ce voyage. Quelqu'un doit rester ici et s'occuper des enfants. 30 pères Dieu. 30 témoins du moment où ma famille m'a dit que je ne faisais pas vraiment partie de la famille. Mais voici ce qu'ils ne savaient pas. J'avais un secret. Un secret que je construisais depuis 3 ans. Et ce soir-là, j'ai décidé qu'il était enfin temps de l'utiliser. Avant de vous raconter la suite, prenez un instant pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne en vous, et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, pour comprendre pourquoi je me suis éloigné de tout ce que je connaissais, laissez-moi vous ramener au début. La famille Dixon vit dans une maison coloniale blanche, dans la banlieue de Boston. 4 chambres, un garage pour 2 voitures, et une pelouse tondue à la perfection. Le genre de maison qui hurle, nous avons réussi, à quiconque passe devant. Mon père, Harold Dixon, a pris sa retraite il y a 3 ans de son poste de directeur d'agence, dans une banque régionale. Ma mère, Patricia, n'a jamais exercé d'emploi rémunéré de sa vie, mais elle vous dira qu'elle est plus occupée que n'importe quel PDG, présidant le comité des femmes de l'église, organisant des collectes de fonds dans le quartier, et entretenant ce qu'elle appelle la réputation de notre famille. Ensuite, il y a ma sœur, Megan, de 3 ans ma cadette, mariée à Derek Hartley, un avocat d'affaires dans un cabinet du centre-ville, dont elle place le nom dans chaque conversation. Ils ont 2 enfants, un garçon de 5 ans nommé Oliver et une fille de 3 ans nommée Sophie, ainsi qu'un SUV Lexus tout neuf qui obtient toujours la place de choix dans l'allée de mes parents. Ma Honda Civic, celle que je conduis depuis 10 ans, elle, est garée dans la rue. Wendy, déplace ta voiture, disait ma mère chaque fois que je venais en visite, Derek arrive avec la Lexus, et les invités remarquent d'abord ce qu'il y a dans l'allée. Je n'ai jamais contesté. Je déplaçais simplement ma voiture. C'est ça le problème quand on est l'invisible de la famille. On arrête de remarquer toutes les petites façons dont ils ont déjà décidé que vous ne comptiez pas. La meilleure place de parking, la meilleure place à table. La façon dont votre mère présente votre sœur aux invités par le titre du poste de son mari. Alors que vous êtes juste, Wendy, elle donne un coup de main. Je travaille comme comptable à temps partiel. Principalement pour des clients à distance. Des horaires flexibles, un revenu modeste. Rien d'impressionnant selon les standards de la famille Dixon, mais je ne leur ai jamais parlé de l'autre chose que je fais. La chose que j'ai commencé il y a 3 ans, après que ma vie s'est effondrée d'une manière différente. Je ne leur ai jamais dit que j'avais appris à voir. Laissez-moi vous peindre un tableau de ce à quoi ressemble, donner un coup de main, dans la famille Dixon. Thanksgiving. J'arrive à 6 heures du matin pour commencer la dinde. Je dresse la table avec la porcelaine Wedgwood de ma mère. Le service que je n'ai pas le droit d'utiliser, seulement de laver. J'arrange les fleurs, je polis l'argenterie, je coordonne le timing de 7 plats d'accompagnement. Megan arrive à midi, dans un pull en cachemire, embrasse tout le monde, et s'assoit pour être servie. Noël, même routine, avec en plus l'emballage de tous les cadeaux que ma mère a achetés parce que son arthrite l'a fait souffrir. C'est drôle comme son arthrite ne l'empêche jamais de jouer au bridge 3 fois par semaine. Les fêtes d'anniversaire de ma nièce et de mon neveu, je suis la coordinatrice des animations, l'équipe de nettoyage, et la babysitter de secours, tout en un. L'année dernière, j'ai passé 8 heures à gérer la fête sur le thème des dinosaures d'Oliver, pendant que Megan se faisait faire une manucure parce qu'elle avait besoin d'une pause. La seule fois où j'ai demandé si, peut-être, juste peut-être,
je pouvais rater un événement familial parce que j'avais une date limite pour un client, la voix de ma mère est devenue glaciale. La famille passe avant tout, Wendy. Nous faisons tous des sacrifices. Sauf que je suis la seule qui semble jamais en faire. Le point de rupture arrive par petits moments. Comme l'année où j'ai reçu mon cadeau de Noël, un tablier de cuisine avec écrit « Meilleure tante du monde » en lettres pailletées. Megan me l'a offert. Elle souriait comme si elle avait fait quelque chose de attentionné. Je l'ai porté. Je l'ai porté chaque fois que je venais cuisiner, nettoyer, et faire du babysitting. Voulez-vous savoir quand j'ai réalisé la vérité? Ça m'a frappé un mardi soir au hasard, alors que je frottais la cocotte le creuset de ma mère après un énième dîner de famille. Je ne pouvais pas me souvenir de la dernière fois où quelqu'un m'avait invité quelque part sans s'attendre à ce que je travaille. Il y a 3 ans, ma vie s'est effondrée. Je sortais avec un homme nommé Kevin depuis 4 ans. Nous parlions de mariage, d'enfants, d'un avenir. Puis, un soir, il m'a fait asseoir et a prononcé les mots que je n'oublierai jamais. Je t'aime, Wendy, mais je ne pense pas être amoureux de toi. Tu es juste là. Tu es toujours juste là. Comme un meuble, comme du papier peint. Toujours juste là. Après son départ, j'ai erré dans un prêteur sur gage du centre-ville. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je cherchais quelque chose pour combler le vide. C'est là que je l'ai vu. Un appareil photo réflexe Canon. D'occasion mais bien entretenu, affiché à $180. Je l'ai acheté avec de l'argent que j'aurais dû économiser. Je n'ai rien dit à personne. Cet appareil est devenu mon secret. J'ai commencé à photographier des choses que la plupart des gens ignorent. Des femmes âgées aux arrêts de bus. Les visages fatigués des concierges de nuit. Les mains calleuses d'un vendeur ambulant. Des gens à travers qui la société regarde sans les voir. De la même manière que ma famille regarde à travers moi. J'ai appelé la série « Femmes invisibles ». J'ai créé un compte Instagram anonyme. Pas de visage, pas de vrai nom, juste les photos. En 3 ans, j'ai rassemblé 12 000 abonnés. Des gens qui voyaient ce que je voyais, des gens qui comprenaient. Je gardais l'appareil photo enveloppé dans une vieille écharpe en cachemire, au fond de mon placard. C'était la seule chose que j'ai jamais gardée pour moi. 3 semaines avant la fête d'anniversaire de mes parents, j'ai reçu un email que j'ai failli supprimer comme spam. C'était d'une galerie à Monterey, en Californie, la Coastal Light Gallery, me demandant si je serais intéressé pour discuter de mon travail. J'ai fixé cet email pendant 20 minutes avant de réaliser que mes mains tremblaient. Mais je n'ai pas répondu. Pas encore, parce que les bonnes choses n'arrivaient pas aux gens comme moi. Il y a une personne dans ma famille qui me voit vraiment. Elle s'appelle Ruth, et c'est la jeune sœur de ma mère. Tante Ruth est ce que ma mère appelle la déception de la famille. Elle ne s'est jamais mariée. Elle a suivi sa passion pour la céramique au lieu de trouver un vrai travail. Il y a 20 ans, elle a déménagé à Carmel by the Sea pour ouvrir un petit café avec un atelier de poterie à l'arrière. Ma mère ne lui a pas pardonné depuis. Ruth a gâché son potentiel. Ma mère aime dire qu'elle aurait pu avoir une belle vie, mais qu'elle a choisi de jouer avec de la glaise. J'appelle tante Ruth tous les dimanches soirs depuis 7 ans. Ma mère ne le sait pas. C'est tante Ruth qui a vu mes photos en premier. Je lui en avais envoyé une, juste une, pour tâter le terrain, et sa réponse m'a fait pleurer. Wendy, c'est extraordinaire. Tu as un don. Personne n'avait jamais qualifié ce que je faisais d'extraordinaire. C'est elle qui m'a encouragé à continuer de photographier, à continuer de poster. Et c'est elle qui, 3 semaines avant l'anniversaire de mes parents, a dit quelque chose qui a tout changé. Wendy, j'espère que ça ne te dérange pas, mais j'ai envoyé le lien de ton Instagram à quelqu'un, un propriétaire de galerie que je connais à Monterey. Il s'appelle Marcus Coleman. Il cherche des artistes émergents. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Tante Ruth, c'est la galerie qui m'a envoyé un email. Je sais, ma chérie. Il m'a dit qu'il voulait te parler d'une exposition solo. Silence, mon cœur battait la chamade. Mais c'est réel. C'est une vraie opportunité de carrière. Oui, ça l'est. Sa voix était douce mais ferme. Et tu le mérites. Tu n'as besoin de la permission de personne pour poursuivre ce que tu aimes. J'ai appris cette leçon tardivement. Tu n'es pas obligé de faire pareil. Ce soir-là,
j'ai répondu à l'email de Marcus Coleman. Maintenant, laissez-moi vous amener à la nuit qui a tout changé. Le 40e anniversaire de mariage de mes parents. Une étape digne d'une fête, selon ma mère, ce qui signifiait 30 invités, un menu traiteur que j'aiderais à préparer pour économiser de l'argent, et une soirée à célébrer les 4 décennies de mariage parfait de la famille Dixon. La préparation a commencé une semaine avant. J'ai pris 3 jours de congé de mes clients en comptabilité pour aider à l'installation. J'ai commandé des fleurs, des roses blanches et des pivoines selon les spécifications de ma mère. J'ai écrit à la main 60 marques places avec la calligraphie qu'elle exigeait. J'ai coordonné avec le traiteur, repassé les nappes, poli les verres en cristal Waterford qui avaient été un cadeau de mariage il y a 40 ans. Le jour de la fête, je suis arrivé à 7 heures du matin. Je portais un jean et un t-shirt parce qu'il n'y avait aucun intérêt à s'habiller chic alors que j'allais être en cuisine pour les 10 prochaines heures. À 18 heures, la maison était parfaite. Des bougies brillaient sur chaque surface. La table à manger s'étendait à travers le salon, dressée pour 30 personnes avec la plus belle porcelaine de ma mère. Je m'étais changé pour mettre une robe noire simple. Rien d'extraordinaire, rien qui attirait l'attention. Wendy. La voix de ma mère m'a surprise dans le couloir. Elle m'a regardé de haut en bas, en fronçant les sourcils. C'est ce que tu portes. C'est noir. Je pensais que c'était approprié. C'est bien, je suppose. Reste juste en retrait. Aujourd'hui, c'est pour ton père et moi. J'ai hoché la tête. Je hochais toujours la tête. Les invités ont commencé à arriver à 19 heures. Les hommes en veste de sport, les femmes en robe de cocktail, d'anciens collègues, des amis de l'église, des voisins dont les pelouses étaient aussi immaculées que les nôtres. 30 personnes qui pensaient connaître la famille Dixon. Aucun d'eux ne me connaissait du tout. Et dans 3 heures, cela n'aurait plus d'importance. Meghan est arrivée à 19h15, parfaitement chronométrée pour un impact maximal. Elle a traversé la porte d'entrée dans une robe portefeuille rouge, Diane von Furstenberg, annonçait-elle à quiconque le demandait avec Derek derrière elle dans un costume gris anthracite, et leurs 2 enfants habillés comme des mannequins de catalogue. Ma mère s'est précipitée pour l'embrasser, s'extasiant sur sa beauté, sur l'élégance de Derek, sur combien les petits-enfants étaient précieux. Je regardais depuis l'encadrement de la porte de la cuisine, tenant un plateau de bruschetta. Tout le monde, vous vous souvenez de ma fille Meghan et de son mari Derek, a annoncé ma mère à la salle. Derek est associé chez Whitmore & Associates. Ils viennent de le nommer associé l'année dernière. Nous sommes si fiers. Applaudissements, sourires, félicitations. Ma mère n'a jamais mentionné que c'était moi qui faisais les impôts de Derek depuis 3 ans, gratuitement, naturellement. J'ai circulé avec les amuse-bouches, rempli les verres de vin, répondu aux questions des invités qui ne me reconnaissaient pas, vous êtes avec l'entreprise de traiteur, a demandé une femme, en prenant un cake au crabe. Avant que je puisse répondre, ma mère est apparue. Oh, c'est Wendy, mon autre fille. Elle donne un coup de main ce soir. La femme a souri poliment et s'est détournée. Ma mère n'a pas remarqué. Elle ne remarquait jamais. À un moment donné, Derek s'est approché de moi avec Sophie qui se tortillait dans ses bras et Oliver tirant sur sa veste. Et, tu peux les prendre? Meghan et moi devons socialiser. Pas de, ça te dérangerait, pas de, merci, juste, tu peux les prendre? Comme si on passait des bagages. Je les ai pris. Je leur ai donné à dîner dans la cuisine. J'ai essuyé le visage de Sophie quand elle a renversé du jus sur sa robe. J'ai raconté 3 histoires à Oliver pour l'empêcher de courir dans le salon et de perturber la fête. Quand j'ai finalement émergé, le dessert était en train d'être servi. Je n'avais rien mangé de la journée. Personne n'avait pensé à me garder une assiette. L'annonce est arrivée à 21 heures, juste après que le tiramisu de ma mère a été servi. Mon père s'est levé, tapotant son verre de champagne avec une fourchette. La salle est devenue silencieuse. 30 visages se sont tournés vers lui avec des sourires impatients. Patricia et moi voulons vous remercier tous d'être ici ce soir, a-t-il commencé, sa voix chaleureuse avec un charme répété. 40 ans de mariage, 4 décennies à construire cette famille, cette vie, cette maison. Ma mère rayonnait à côté de lui. Meghan a pris la main de Derek. Je me tenais près de la porte de la cuisine, tenant toujours une assiette à dessert sale. Et pour célébrer cette étape importante, a continué mon père, nous avons une annonce surprise. Il a fait une pause pour les faits.
Les yeux de ma mère pétillaient. La semaine prochaine, nous emmenons toute la famille à Hawaï. Une semaine au Four Seasons à Maui, une deuxième célébration, juste les Dixon. La salle a éclaté en murmures appréciateurs. C'est merveilleux. Quel cadeau. Vous deux le méritez. Meghan a littéralement couiné. Papa, c'est incroyable. Les enfants vont adorer. J'ai senti quelque chose se soulever dans ma poitrine. Toute la famille. Cela signifiait moi aussi. Pour une fois, je ne serais pas en train de cuisiner, nettoyer ou faire du babysitting. Je serais réellement incluse. Je me suis avancé, m'autorisant un petit sourire. Ça a l'air incroyable. À quelle heure est notre vol? La question est restée suspendue dans l'air. L'expression de mon père a changé. Il a jeté un coup d'œil à ma mère. Quelque chose est passé entre eux. Un regard que j'avais vu 1000 fois, mais jamais compris jusqu'à ce moment. Wendy, a-t-il dit lentement. Tu n'as pas besoin de connaître l'heure du vol. La salle est devenue silencieuse. Pas le silence confortable de l'anticipation, mais le silence tendu de quelque chose qui tourne mal. Je ne comprends pas, me suis-je entendu dire. Mon père s'est éclairci la gorge. Parce que tu ne viens pas, 30 perdieux. C'est le nombre de personnes qui ont regardé mon père me dire que je ne faisais pas partie des vacances en famille. Quelqu'un doit rester ici, a ajouté ma mère, comme si c'était la chose la plus logique au monde. Meghan et Derek ont besoin de vraies vacances. Cela signifie que tu garderas les enfants. Mais, ai-je commencé? Wendy, honnêtement, le ton de ma mère s'est durci. Tu n'as rien d'important à faire. Meghan travaille dur. Elle mérite une pause. Meghan travaille dur. Meghan, qui n'avait pas occupé d'emploi depuis la naissance d'Oliver. Meghan, qui avait une nounou 3 jours par semaine et se plaignait quand même d'être épuisée. C'est juste une semaine, a ajouté Derek, ne me regardant même pas, les enfants t'adorent. Je me tenais là, dans ma robe noire simple, tenant une assiette sale, pendant que 30 personnes me regardaient être congédiées de ma propre famille. Certains d'entre eux avaient l'air mal à l'aise. La plupart regardaient simplement ailleurs. Une femme, je ne connaissais pas son nom, s'est penchée vers son mari et a chuchoté quelque chose. Il a hoché la tête. J'ai saisi les mots, pauvre petite. Elle doit avoir l'habitude maintenant. Le verre de champagne dans ma main tremblait. J'ai posé l'assiette, posé le verre, parce que je ne me faisais pas confiance pour ne pas les laisser tomber. Bien sûr, me suis-je entendu dire. Je comprends. J'ai souri, le sourire que j'avais appris à porter après 32 ans à être celle qui aide, celle qui ne se plaint pas, celle qui est toujours juste là. Mais quelque chose en moi s'était enfin fissuré. Pas brisé, fissuré, comme une faille tectonique bougeant avant un tremblement de terre. Je me suis excusé pour aller à la cuisine. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai fermé les yeux. Et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à faire un plan différent. La fête a continué sans moi. Bien sûr que oui. Je suis resté dans la cuisine à laver mécaniquement la vaisselle pendant que les rires et les conversations dérivaient depuis le salon. À un moment donné, Meghan est apparue, sa robe rouge froufroutant contre le cadre de la porte. Wendy, ne sois pas fâchée, a-t-elle dit, attrapant mon bras. Tu sais comment c'est. Derek et moi avons vraiment besoin de ce temps ensemble. Ça a été tellement stressant ces derniers temps avec les enfants. J'ai continué à laver. Je comprends. En plus, tu es si doué avec Oliver et Sophie. Ils remarqueront à peine que nous sommes partis. J'ai rincé un verre de champagne, l'ai posé sur l'égouttoir, et n'ai rien dit. Meghan a soupiré de la façon dont elle le fait toujours quand elle pense que je suis difficile. Écoute, c'est juste une semaine et tu n'as pas, genre, un petit ami ou quoi que ce soit qui te retienne. Ton emploi du temps est flexible. Flexible? Ce mot encore. Comme si mon temps n'avait aucune valeur parce que je choisissais comment le dépenser. Derek a fait une liste, a-t-elle continué en sortant son téléphone. Leurs horaires, les allergies alimentaires. Sophie ne peut pas avoir de fraises, souviens-toi? Et il y a ce nouveau truc avec l'oreille d'Oliver. Il pourrait avoir besoin de gouttes. Je t'envoie tout par texto. Elle n'a pas demandé si j'étais d'accord. Elle a juste supposé. C'est alors que Derek est apparu, desserrant sa cravate. Tout est réglé? Super.
On part tôt demain pour faire les valises. Megan, ta mère veut des photos avant qu'on parte. Ils étaient partis avant que je puisse répondre. Pas que je l'aurais fait. Pas que je l'ai jamais fait. Mais alors que je me tenais là, seul dans la cuisine de ma mère, fixant la liste d'instructions que Megan venait de m'envoyer par texto, une seule pensée s'est cristallisée dans mon esprit. Il ne me voit pas comme de la famille. Il me voit comme du personnel, et le personnel peut démissionner. Il était presque minuit quand j'ai trouvé les emails. Les derniers invités étaient enfin partis. Mes parents étaient allés se coucher, épuisés d'avoir accepté 40 ans de félicitations. J'étais seul dans le salon à plier les nappes quand j'ai réalisé que je devais envoyer un fichier à un client dont j'avais repoussé la date limite pour cette fête. Mon ordinateur portable était chez moi. Celui de ma mère était sur le comptoir de la cuisine. Elle ne s'en souciera pas, me suis-je dit, elle avait emprunté mes affaires 1000 fois sans demander. J'ai ouvert l'ordinateur. Safari était déjà lancé. Et là, il y avait le Gmail de ma mère, toujours connecté. J'aurais dû cliquer ailleurs immédiatement. J'aurais dû me mêler de mes affaires, mais j'ai vu mon nom dans la ligne d'objets d'un fil récent. Arrangement Hawaï, situation Wendy. Mon doigt a plané sur le pavé tactile. Je savais que je ne devrais pas. Je savais que tout ce que je trouverais ferait mal. J'ai cliqué quand même. Le fil était entre ma mère et Megan, commençant une semaine avant la fête. De Patricia Dixon à Megan Hartley, garde Wendy ici pour surveiller les enfants. Elle n'a rien d'important à faire de toute façon. Derek avait raison. C'est comme avoir de l'aide gratuite. Elle devrait être reconnaissante qu'on lui donne quelque chose à faire. Et la réponse de Megan, totalement d'accord, maman. Elle se sentira probablement utile pour une fois. C'est un peu triste, honnêtement, mais au moins ça nous arrange. J'ai lu ces mots 3 fois pour m'assurer que je les comprenais bien. Aide gratuite. Elle devrait être reconnaissante. Un peu triste. J'ai fait des captures d'écran. Je me les suis envoyées par email. J'ai supprimé mon email du dossier, envoyé, et effacé l'historique du navigateur. Puis je me suis assise dans la cuisine sombre de ma mère, dans la maison où j'avais grandi, et je me suis enfin laissé comprendre exactement ce que j'étais pour eux. Je suis rentré chez moi à 1h du matin, à travers des rues désertes. Mon appartement était petit, un 2 pièces dans un immeuble qui n'avait pas été rénové depuis les années 90. Moquette beige, mur blanc, meuble que j'avais acheté d'occasion. Ma mère l'avait qualifié de « dépressif », la seule fois où elle l'avait visité, mais c'était le mien, le seul espace où je pouvais respirer. Je suis resté assise dans l'obscurité pendant un long moment, fixant mon téléphone. L'email de Marcus Coleman brillait sur l'écran, celui auquel j'avais répondu mais sans jamais donner suite. Nous avions échangé quelques messages à propos d'une rencontre potentielle. Il voulait voir mon portfolio complet en personne. Il était enthousiaste à propos de la série. Je pouvais y aller. Je pouvais vraiment y aller. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la seule personne qui comprendrait. Tante Ruth a répondu à la 2e sonnerie, même s'il était passé minuit. Wendy, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai tout raconté. L'annonce, l'humiliation, les emails. Ma voix s'est brisée exactement une fois, quand j'ai lu à haute voix les mots « aide gratuite ». Quand j'ai fini, il y a eu un silence sur la ligne. Puis tante Ruth a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Wendy, j'ai une chambre d'amis au-dessus du café. J'ai besoin d'aide pour l'équipe du matin de toute façon. Et cette galerie? Elle est à 20 minutes de chez moi. Tante Ruth, je ne peux pas juste. Si, tu peux. Tu peux partir. Tu peux te choisir toi-même, pour une fois. La seule personne qui t'arrête, c'est toi. J'ai raccroché à 2h du matin. À 6h, j'avais commencé à faire mes bagages. 3 valises, mon équipement photo, mon ordinateur portable, l'écharpe en cachemire qui avait enveloppé mon Canon. Le tablier, meilleure tante du monde, je l'ai laissé derrière moi. Pour la première fois en 32 ans, je me choisissais moi-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous demander quelque chose. Avez-vous déjà eu à choisir entre votre famille et vous-même? Vous êtes-vous déjà tenu à un carrefour où rester signifiait perdre qui vous étiez? Dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez. Resteriez-vous pour endurer, ou partiriez-vous? Et si cette histoire compte pour vous, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime. Maintenant,
laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand je leur ai dit que je partais. 2 jours avant le voyage de ma famille à Hawaï, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents une dernière fois. Ma mère était dans le salon, coordonnant les tenues pour les vacances. Megan était assise sur le canapé, faisant défiler des avis sur le complexe hôtelier. Derek était quelque part à l'étage, probablement en appel professionnel. Mon père lisait le journal dans son fauteuil, comme il le faisait toujours, présent de corps, absent d'attention. J'ai besoin de vous dire quelque chose, ai-je dit depuis l'encadrement de la porte. Ma mère a à peine levé les yeux. Si c'est à propos de l'emploi du temps des enfants, Megan te l'a déjà envoyé. Ce n'est pas à propos de ça. J'ai affermi ma voix. Je ne garderai pas les enfants. Je ne serai pas disponible. Ça a attiré leur attention. La tête de Megan s'est relevée d'un coup. Les mains de ma mère se sont figées au-dessus d'une pile de robes d'été. Qu'est-ce que tu veux dire par pas disponible, a demandé ma mère. J'ai une opportunité professionnelle en Californie. Je pars demain. En Californie. Mon père a baissé son journal. Quel genre d'opportunité professionnelle? C'est professionnel. Quelque chose sur lequel je travaille depuis un moment. Je ne leur devais pas les détails. Je ne leur devais rien. Le visage de Megan s'est tordu. Wendy, tu n'es pas sérieuse. Je compte sur toi. Nous avons tout planifié autour de ça. Vous avez planifié autour de moi sans me demander, ai-je dit doucement. Je n'annule pas ma vie parce que vous avez supposé que je n'en avais pas, le silence était assourdissant. Puis ma mère s'est levée, sa voix froide comme un mois de janvier. C'est incroyablement égoïste, Wendy. Megan a besoin de ton aide. La famille passe avant tout. La famille passe avant tout, ai-je répété. Sauf quand il s'agit de m'inviter à Hawaï. Sa bouche s'est ouverte, puis fermée. Pour une fois, Patricia Dixon n'avait rien à dire. Mon père s'est éclairci la gorge. Si tu pars, ne t'attends pas à ce que nous t'accueillions à bras ouverts à ton retour. Je comprends, ai-je dit. Et pour la première fois, je le pensais vraiment. Les 24 heures suivantes ont été un cours magistral de manipulation émotionnelle. Ma mère a appelé 6 fois. Chaque message vocal était plus dramatique que le précédent. Tu es en train de déchirer cette famille, Wendy. J'espère que tu pourras vivre avec ça. Ton père est dévasté. Il a à peine dîné. Megan a pleuré toute la soirée. Les enfants n'arrêtaient pas de demander où tante Wendy allait. Megan a adopté une approche différente. La vulnérabilité comme arme. Wendy, je ne comprends pas pourquoi tu me fais ça. Je suis ta sœur. Est-ce que tu ne tiens pas à nous du tout? Et puis le texto qui a failli me briser. Tu vas finir seule, tu sais, tout comme tante Ruth. C'est ce que tu veux. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Tout comme tante Ruth. Il le pensait comme une insulte. Il le pensait pour me faire peur. Mais tante Ruth avait sa propre entreprise, son propre art, sa propre vie construite selon ses propres termes. Tante Ruth était heureuse. Peut-être que finir comme tante Ruth n'était pas une menace. Peut-être que c'était une promesse. J'ai éteint mon téléphone. La dernière chose que j'ai faite avant de quitter Boston a été de marcher à travers mon appartement vide. 3 valises près de la porte. Tout le reste resterait derrière. Le canapé d'occasion, la moquette beige, la vie que j'avais vécue pour tout le monde sauf moi. J'ai collé ma clé de rechange sur une enveloppe et l'ai glissée sous la porte de mon propriétaire. Bail au mois, payé jusqu'à la fin janvier, rupture nette. J'ai chargé ma voiture alors que le soleil se levait. Ma Honda Civic, vieille de 10 ans et fiable comme toujours, la même voiture dont ma mère avait eu honte pendant des années. Elle allait me porter vers une nouvelle vie. Je n'ai pas regardé en arrière en m'éloignant du trottoir. Le trajet de Boston à Carmel by the Sea prend environ 45 heures, si l'on se dépêche. Je ne me suis pas dépêché. J'ai pris 5 jours, m'arrêtant dans des motels de bord de route, mangeant dans des dîners où personne ne connaissait mon nom. Quelque part dans le Nebraska, je me suis garé sur une aire de repos et je suis resté assise là, à regarder le coucher de soleil peindre la prairie dans des nuances d'or et de rose. Je l'ai photographié. Mon premier cliché en tant que femme libre. Le 3e jour, mon téléphone a vibré avec un texto de Megan. Je l'avais rallumé pour vérifier l'itinéraire. Maman dit, si tu n'es pas à la maison quand nous rentrons d'Hawaï, tu es morte pour elle.
Je l'ai lu une fois, puis je l'ai supprimé. Elle agissait déjà comme si j'étais morte de toute façon. Au moins maintenant, je serais vivante ailleurs. Le 4e jour, j'ai appelé tante Ruth depuis une station-service en Arizona. Je suis à environ 8 heures de route, ai-je dit. Ta chambre est prête. Drap frais, vue sur l'océan, et Marcus veut te rencontrer demain après-midi si tu t'en sens capable. Mon estomac s'est retourné. Demain? C'est si rapide. Wendy. Sa voix était chaleureuse. Certaine. Tu as attendu 3 ans pour ça. Ce n'est pas rapide. C'est enfin. Quand j'ai traversé la frontière de la Californie, quelque chose a changé en moi. Le Pacifique est apparu sur ma gauche, vaste, infini et bleu. J'ai baissé ma vitre et respiré l'air salin pour la première fois de ma vie. J'ai pleuré alors, pas de tristesse, mais de soulagement, de la sensation écrasante de possibilités. À 19 h le 5e jour, je me suis garé dans l'allée du Ceramic Cup, le café et atelier de poterie de tante Ruth à Carmel by the Sea. Elle attendait sur le porche, les bras ouverts. Bienvenue à la maison, a-t-elle dit, et pour la première fois en 32 ans, un endroit m'a vraiment fait cet effet. Carmel by the Sea est le genre d'endroit qui ne semble pas réel au premier abord. Des cottages au toit de livres de contes, des galeries d'art à chaque coin de rue, la brume de l'océan roulant à travers les cyprès. Toute la ville ressemblait à une peinture que quelqu'un aurait rêvé pour la faire exister. Le café de tante Ruth se trouvait dans une rue calme à 2 pâtés de maisons de la plage. The Ceramic Cup, enseigne peinte à la main, volets bleus, jardinière débordant de lavande. L'atelier de poterie occupait la moitié arrière du bâtiment, où elle donnait des cours et vendait ses œuvres aux touristes qui entraient pour un café. Ma chambre était à l'étage, petite mais lumineuse, un lit avec une courte pointe blanche, un bureau près de la fenêtre, et une vue sur le Pacifique qui faisait mal à ma poitrine avec quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Tu travailleras l'équipe du matin, a expliqué tante Ruth au dîner ce premier soir. De 6 h à midi. Après ça, ton temps est à toi. Je ne sais pas comment te remercier pour ça. Elle a agité la main. Ne me remercie pas, construis juste quelque chose. C'est un paiement suffisant. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube. J'ai attaché un tablier, pas celui de « meilleure tante du monde » que j'avais laissé derrière moi. Juste un simple tablier en toile avec « The Ceramic Cup » brodé en fil bleu, et j'ai appris à faire du café filtre. Les clients allaient et venaient. Des locaux qui connaissaient Ruth par son nom. Des touristes charmés par les scones faits maison. Je prenais les commandes, essuyais les tables, discutais avec des étrangers qui n'avaient aucune idée que j'avais fui toute ma vie il y a 5 jours. À midi, j'avais gagné 37 $ en pourboire. J'avais souri plus que je ne l'avais fait en des mois. Et à 14 h, j'avais rendez-vous à la Coastal Light Gallery. J'ai pris une douche, mis la plus jolie robe que je possédais, et marché 3 pâtés de maison pour rencontrer l'homme qui pourrait tout changer. Marcus Coleman ne ressemblait en rien à ce que j'attendais. J'avais imaginé quelqu'un d'intimidant, cheveux gominés, costume de créateur, le genre de propriétaire de galerie qui fait se sentir les artistes tout petits. Au lieu de cela, l'homme qui m'a accueilli à la Coastal Light Gallery était grand et marqué par le temps, avec des cheveux argentés et des yeux gentils. Il portait une chemise en lin, manches retroussées, et souriait comme si nous étions déjà amis. Wendy Dixon, a-t-il dit en me serrant la main. Ruth m'a beaucoup parlé de vous, mais le travail, l'œuvre parle d'elle-même. Il m'a guidé à travers la galerie. Murs blancs, lumière naturelle, photographies et peintures exposées avec une précision soignée. C'était un endroit sérieux, un endroit où l'art comptait. J'ai parcouru votre Instagram de manière approfondie, a continué Marcus. La série Femmes Invisibles est extraordinaire. Il y a une vérité dans ces images que la plupart des photographes passent des décennies à essayer de capturer. Je ne savais pas quoi dire. Je n'avais jamais entendu personne décrire mon travail de cette façon. Celle-ci. Il s'est arrêté devant un grand écran affichant mon portfolio. À l'écran se trouvait une photographie que j'avais prise il y a 2 ans. Une femme âgée attendant seule à un arrêt de bus. Son visage, une carte de ligne et de dignité silencieuse. C'est celle qui m'a fait vous contacter. Il y a quelque chose dans ses yeux. De la patience peut-être, ou de la résignation. C'est déchirant. Elle attendait un bus qui était en retard, ai-je dit doucement. Elle était debout là depuis 40 minutes. Personne ne s'est arrêté pour offrir de l'aide.
Marcus a hoché la tête lentement. Vous voyez les gens, Wendy? Vous les voyez vraiment? C'est un don. Il s'est tourné pour me faire face et ses mots suivants ont atterri comme une clé tournant dans une serrure. J'aimerais vous offrir une exposition solo. 15 pièces, vernissage dans 6 semaines. Nous couvrirons l'impression, l'encadrement et le marketing. Vous gardez 60% de toutes les ventes. J'ai signé le contrat un mardi après-midi, assise au bureau de Marcus avec la lumière du soleil entrant à flot par les fenêtres de la galerie. Le document était simple. 15 photographies, vernissage prévu pour fin août. Coastal Light Gallery gérerait les coûts de production, l'impression, l'encadrement, l'installation, les supports marketing. Je recevrai 60% de tous les revenus des ventes, la galerie conservant 40% comme commission. Des termes standards, m'a assuré Marcus. Des termes justes. Mais en lisant les pages, mes mains ont commencé à trembler. Prenez votre temps, a dit Marcus doucement. C'est une grande étape. Ce n'étaient pas les termes commerciaux qui me submergeaient. C'était de voir mon nom imprimé en caractères officiels. Artiste, Wendy Dixon. Un document légal reconnaissant que mon travail avait de la valeur, que j'avais de la valeur. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais fait les impôts de ma famille sans crédit, toutes les fêtes que j'avais organisées sans remerciement, toutes les heures passées à m'occuper d'enfants qui grandiraient sans jamais savoir combien je leur avais donné. Pas une seule fois mon nom n'était apparu sur quoi que ce soit qui célébrait ma contribution. Jusqu'à maintenant. Le titre de l'exposition, a dit Marcus, pointant une ligne vers le bas. J'aimerais votre approbation. Nous proposons Femmes invisibles, portrait des oubliés. Femmes invisibles. C'est parfait, ai-je chuchoté. J'ai signé mon nom sur la ligne. Marcus a contresigné comme témoin. Le document a été notarié par son assistante, une jeune femme nommée Julia, qui a tamponné les pages avec une précision officielle. Quand ce fut fait, Marcus m'a tendu ma copie. Félicitations, Wendy. Vous êtes officiellement une artiste représentée. Je suis sorti de cette galerie en tenant le contrat contre ma poitrine. La preuve physique que je n'étais pas rien, que je n'avais jamais été rien. Pendant 3 ans, j'avais construit quelque chose dans l'ombre. Maintenant, enfin, c'était sur le point d'entrer dans la lumière. Pendant que je construisais ma nouvelle vie en Californie, ma famille découvrait ce que mon absence signifiait réellement. Je n'ai pas été témoin de ces événements directement. Bien sûr, j'en ai entendu parler plus tard, reconstituant le tout à partir de messages vocaux, de textos et d'un appel téléphonique très gênant de mon père. Apparemment, Hawaï a été un désastre. Sans moi pour faire du babysitting, Megan et Derek n'ont pas pu profiter d'un seul dîner entre adultes. Oliver a fait une crise sur la plage parce que personne n'avait pensé à emporter son seau spécial pour Château de Sable, une chose dont je me souvenais toujours. Sophie a développé une otite le 3e jour, et personne ne pouvait trouver le numéro du pédiatre parce que j'avais toujours été celle qui gardait la trace des informations médicales. Ma mère a passé la majeure partie du voyage à se plaindre que le personnel du complexe n'était pas aussi attentif que prévu. Elle a appelé le concierge 3 fois pour se plaindre du service de chambre du soir. Elle a renvoyé son métail 2 fois. Ce n'est pas relaxant du tout, aurait-elle dit. Qui a planifié ce voyage? Mon père, sagement, ne lui a pas rappelé qu'elle l'avait planifié elle-même. Les textos ont commencé à arriver le 4e jour. Wendy, où sont les dossiers médicaux des enfants? Wendy, quelle est la routine de coucher d'Oliver? Il ne veut pas dormir. Wendy, le restaurant n'a pas de menu enfant. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupé à imprimer des épreuves dans un laboratoire photo à Monterey, à choisir des cadres, et à rencontrer une journaliste de Carmel Magazine qui voulait m'interviewer. Mais voici la chose à propos de l'absence. Elle apprend aux gens ce qu'ils prenaient pour acquis. Le 6e jour de leurs vacances hawaïennes, Megan a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle a cherché mon nom sur Google, et pour la première fois, elle a trouvé autre chose qu'une page blanche. 6 semaines plus tard, je me tenais au centre de la Coastal Light Gallery et je n'arrivais pas tout à fait à croire que c'était réel. 15 de mes photographies étaient accrochées au mur, chacune imprimée en grand et encadrée dans un noir simple. La galerie brillait d'une lumière douce. Un quatuor à cordes jouait dans un coin. L'idée de Marcus, pas la mienne. Un barman en chemise blanche impeccable servait du champagne. 50 invités se déplaçaient dans l'espace.
des artistes locaux que j'avais rencontrés grâce à tante Ruth. Des collectionneurs que Marcus avait invités, une journaliste de Carmel Magazine, prenant déjà des notes. Des gens qui étaient venus spécifiquement pour voir mon travail sur les murs d'une galerie avec des étiquettes de prix qui me donnaient le vertige. Je portais une robe bleu marine, simple, élégante, rien qui criait pour attirer l'attention. Mes cheveux étaient détachés pour une fois. J'avais même mis du rouge à lèvres, chose que je faisais rarement. Tante Ruth est apparue à mes côtés, pressant une coupe de champagne dans ma main. « Comment te sens-tu » ? Terrifié, ai-je admis. Et si personne n'achète rien ? Quelqu'un a déjà acheté. Elle a fait un signe de tête vers une femme en perles, examinant la pièce maîtresse de mon exposition, la photo de l'arrêt de bus, celle qui avait attiré l'attention de Marcus. Un petit point rouge était apparu sur le cartel mural à côté. C'est Madame Peyton. Elle possède la moitié de l'art du comté de Montray. Elle vient d'acheter cette pièce pour $3000. $3000 pour quelque chose que j'avais créé. Wendy. Marcus s'est approché, souriant largement. Je veux vous présenter quelqu'un du magazine. Il vous envisage pour le reportage de couverture du mois prochain. Reportage de couverture. Couverture de magazine. Mon visage, mon nom, mon histoire, tout ça imprimé. J'étais à la moitié de cette présentation quand la porte de la galerie s'est ouverte et mon monde a basculé sur son axe. Megan et Derek sont entrés, encore rouges de coups de soleil d'Hawaï. Ils semblaient complètement déplacés. Megan portait une robe d'été florale plus adaptée à un brunch sur la plage qu'à un vernissage d'art. Derek avait son téléphone sorti, fronçant déjà les sourcils devant quelque chose sur l'écran. Ils ont tous deux scanné la salle avec des expressions que je connaissais bien, le regard que ma famille portait chaque fois qu'elle rencontrait quelque chose hors de sa compréhension. Puis, Megan m'a vu. Wendy. Elle s'est précipitée vers l'avant, les bras tendus, comme si nous nous retrouvions après une longue séparation qu'elle redoutait. Oh mon Dieu, on s'est tellement inquiété pour toi. 50 invités se sont retournés pour regarder. Le quatuor à cordes a faibli pendant un demi-temps avant de continuer. Megan, j'ai gardé ma voix calme. C'est inattendu. On devait venir. Ses yeux étaient écarquillés. Sincère. On a pris l'avion hier. Maman a trouvé ton Instagram. Elle appelle tout le monde pour essayer de te retrouver. Derek est apparu derrière elle, me faisant un signe de tête comme si nous étions des associés en affaires. Wendy, bel endroit. C'est une galerie, ai-je dit. Mon vernissage de galerie, en fait. Megan a cligné des yeux, prenant conscience des photographies sur les murs pour la première fois. Prenant conscience des invités, du champagne, des étiquettes de prix. Tu as fait tout ça ? Sa voix était sincèrement confuse. Depuis quand tu fais ça ? Depuis 3 ans. Tu n'as jamais demandé ce que je faisais pendant mon temps libre. Tante Ruth s'est matérialisée à mon coude, un mur de soutien silencieux. À travers la pièce, Marcus observait attentivement, prêt à intervenir si nécessaire. Megan s'est penchée plus près, baissant la voix. Wendy, j'ai des nouvelles. Je suis encore enceinte. Numéro 3. Et j'ai vraiment besoin que tu rentres à la maison. Le travail de Derek est dingue en ce moment. Maman n'est pas d'une grande aide avec les enfants. J'ai besoin de toi. C'était là. Pas d'excuses, pas de félicitations pour l'exposition. Juste le besoin. Toujours. Toujours leur besoin. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous. J'ai besoin de toi. Combien de fois avais-je entendu cette phrase ? Combien de fois avais-je tout laissé tomber, réorganisé ma vie, m'étais-je faite assez petite pour tenir dans l'espace qu'ils avaient taillé pour moi ? Megan, ai-je dit doucement, je suis au milieu de mon vernissage. Je sais, et c'est charmant. Vraiment. Elle a agité la main vers l'œuvre de ma vie comme si c'était un passe-temps mignon. Mais on peut parler de ça plus tard. En ce moment, j'ai besoin de savoir quand tu reviens. Elle ne reviendra pas, la voix de tante Ruth a tranché l'air comme une lame. Elle vit ici maintenant. Derek s'est avancé, l'irritation scintillant sur son visage. Avec tout le respect que je vous dois, Ruth, c'est une affaire de famille. Une affaire de famille ? Tante Ruth a ri. Un son court, sec.
Tu veux dire la famille qui l'a désinvitée des vacances et l'a traitée d'aide gratuite dans des emails qu'elle n'était pas censée voir? Meghan a pâli. Autour de nous, les invités avaient arrêté de faire semblant de ne pas écouter. La journaliste de Carmel Magazine, j'ai remarqué, déplaçait rapidement son stylo sur son bloc-notes. Ce n'est pas. On ne voulait pas dire ça comme ça, a bégayé Meghan. Comment vouliez-vous dire ça exactement? Cela venait de Madame Peyton, la collectionneuse qui venait d'acheter ma photographie. Elle se tenait à proximité, champagne à la main, observant la scène avec un intérêt non dissimulé. Je suis désolé, a dit Derek sèchement. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui vient de dépenser $3000 pour le travail de cette jeune femme. Madame Peyton a fait un signe de tête vers ma photo de l'arrêt de bus. Et quelqu'un qui est très curieux de savoir pourquoi sa famille semble penser qu'elle devrait abandonner sa carrière pour être babysitter. La température dans la pièce a chuté de 10 degrés. Meghan m'a regardé, le désespoir dans les yeux. Wendy, s'il te plaît, parlons en privé. Laissez-moi faire une pause ici une seconde. Si votre famille se présentait à la soirée la plus importante de votre vie, non pas pour célébrer, mais pour vous ramener à une vie où vous n'existiez pas, que diriez-vous? Dites-moi dans les commentaires. Je veux vraiment savoir. Et si vous voulez entendre ce qui s'est passé ensuite, assurez-vous d'être abonné pour ne rien manquer. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que j'ai dit. Je ne me suis pas retiré dans un coin. Pendant 32 ans, je m'étais faite petite. J'avais chuchoté, accommodé, disparu. Pas ce soir. Je me suis avancé au centre de ma propre exposition et j'ai parlé assez clairement pour que tout le monde entende. Meghan, je comprends que tu es enceinte. Félicitations, sincèrement. Mais je ne reviendrai pas à Boston pour être ta garderie. Wendy, je n'ai pas fini. Ma voix n'a pas vacillé. Tu peux engager une nounou. Tu peux même en engager 2. Derek gagne assez chez Whitmore & Associates, et tu n'as jamais eu de mal à dépenser de l'argent avant. Ce que tu ne peux pas faire, c'est m'embaucher moi, parce que je n'ai jamais été payé. La bouche de Meghan s'est ouverte, puis fermée. Autour de nous, je pouvais sentir les invités de la galerie se pencher. Ce n'est pas un passe-temps, ai-je continué en désignant les murs. C'est mon travail. J'ai construit ça pendant 3 ans alors que tout le monde dans notre famille supposait que je n'avais rien d'important à faire. Et juste pour que ce soit clair, j'ai pointé la photographie que Madame Peyton avait achetée. Cette pièce vient de se vendre pour $3000. Ce soir, j'ai vendu 4 pièces totalisant $8000. Mon travail a de la valeur. J'ai de la valeur. Et je ne jetterai pas ça pour redevenir de l'aide gratuite. Silence. Silence absolu. Derek a toussé, mal à l'aise. Les yeux de Meghan se remplissaient de larmes. Des vrais cette fois, ai-je pensé, pas le genre théâtral. Puis Marcus a commencé à applaudir. Tante Ruth l'a rejoint. Madame Peyton a levé sa coupe de champagne dans un toast silencieux. Un par un, les autres invités ont suivi. Des applaudissements ont ondulé à travers la galerie. Pas pour mes photos, pour moi. Pour le moment où je me suis enfin levé et où j'ai dit, assez. Je n'ai pas souri triomphalement. Je n'ai pas exulté. J'ai simplement regardé ma sœur et dit, j'espère que ta grossesse se passera bien. Je le souhaite vraiment. Puis je me suis tourné et je suis parti. La porte de la galerie s'est ouverte à nouveau 20 minutes plus tard. J'étais au milieu d'une conversation avec la journaliste de Carmel Magazine quand je les ai vus. Mes parents, debout dans l'entrée comme s'ils s'étaient matérialisés d'un cauchemar. Ma mère portait son trench coat Burberry, celui qu'elle gardait pour les occasions importantes. Mon père se tenait derrière elle dans un blazer, l'air mal à l'aise et déplacé. Ils ont scanné la salle jusqu'à ce que leurs yeux me trouvent. Patricia Dixon a traversé ma galerie comme si elle lui appartenait. Wendy. Sa voix portait le même ton qu'elle utilisait quand j'avais 8 ans et que j'avais mis de la boue sur ses sols propres. Nous devons parler. La journaliste a haussé un sourcil. Je me suis excusé et je me suis déplacé pour intercepter mes parents avant qu'ils ne puissent causer plus de scandale. Vous avez fait tout ce chemin, ai-je dit calmement. Bien sûr que oui. Tu as disparu. Tu as quitté ta famille quand nous avions le plus besoin de toi. La voix de ma mère tremblait d'une indignation vertueuse. Et maintenant je te trouve ici, jouant à l'artiste, pendant que ta sœur est enceinte et en difficulté. Meghan est enceinte et riche,
ai-je corrigé. Elle n'est pas en difficulté. Elle est incommodée. Ne sois pas cruelle, Wendy. Ce n'est pas toi. Tu as raison. J'ai pris une respiration. Ce n'est pas la moi que tu voulais. La moi sur qui tu pouvais compter pour faire tout ce que tu demandais. Mais cette Wendy n'a jamais été vue. Maman, elle était juste utilisée. Mon père s'est éclairci la gorge. Wendy, ta mère essaie de dire. Je sais ce qu'elle essaie de dire, papa. Je l'ai entendu toute ma vie. La famille passe avant tout. Fais des sacrifices. Ne sois pas égoïste. J'ai croisé son regard. Mais je ne faisais pas partie du voyage en famille à Hawaï. Tu te souviens? Alors, qu'est-ce que c'est? Je suis de la famille ou pas? Aucun d'eux n'avait de réponse. Ma mère a récupéré en premier. Hawaï était un seul voyage, a-t-elle dit avec dédain. Tu exagères tout ça. Quelqu'un devait rester avec les enfants. Quelqu'un, ai-je répété. Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Parce que tu as le temps. Tu n'as pas de mari. Tu n'as pas d'enfant à toi. Qu'est-ce que tu ferais d'autre? Je m'étais demandé si j'utiliserais un jour ces captures d'écran. Une partie de moi avait espéré ne jamais avoir à le faire. Mais en me tenant là, dans ma galerie, entouré de mon travail et de mes témoins, j'ai réalisé que certaines vérités doivent être dites à voix haute. J'ai sorti mon téléphone. Laissez-moi vous lire quelque chose, ai-je dit, ma voix stable. C'est un email que tu as envoyé à Megan avant la fête d'anniversaire. Le visage de ma mère est devenu blanc. Garde Wendy ici pour surveiller les enfants. Elle n'a rien d'important à faire de toute façon. C'est comme avoir de l'aide gratuite. Elle devrait être reconnaissante qu'on lui donne quelque chose à faire. La galerie était redevenue silencieuse. Je pouvais sentir chaque regard sur nous. Et Megan a répondu, ai-je continué, elle se sentira probablement utile pour une fois. C'est un peu triste, honnêtement. Megan, debout à quelques mètres, avait l'air de vouloir que le sol l'engloutisse. Wendy, a commencé mon père. Où as-tu? Peu importe où je l'ai trouvé. Ce qui compte, c'est que vous l'ayez écrit. J'ai baissé mon téléphone. Je ne lis pas ça pour embarrasser qui que ce soit. Je le lis pour que vous compreniez pourquoi je suis parti. Vous ne me voyez pas comme de la famille. Vous me voyez comme du personnel. Et le personnel a le droit de démissionner. La bouche de ma mère s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau. Pour la première fois de ma vie, Patricia Dixon était sans voix. La journaliste de Carmel Magazine écrivait toujours. C'est Derek qui a craqué en premier. C'est ridicule, a-t-il lancé en s'avançant. Wendy, tu fais une scène pour rien, alors ta famille t'a demandé de faire du babysitting. La belle affaire. C'est ce que font les familles. Tout le monde n'a pas la chance de s'enfuir et de prétendre être une artiste. Prétendre. La voix de Madame Peyton a traversé la pièce comme de la glace. Je viens de dépenser $3000 pour son travail. Je ne paie pas ce genre d'argent pour Dieu semblant. Derek s'est tourné, son calme d'entreprise se fissurant. Avec respect, madame, vous ne connaissez pas cette famille. C'est entre nous. En fait, je sais exactement ce que j'ai besoin de savoir. Madame Peyton a posé sa coupe de champagne. Je sais que cette jeune femme a passé des années à photographier des gens que la société néglige, et je sais que sa propre famille l'a traité exactement de la même manière. Un murmure a parcouru la galerie. Les invités fixaient ouvertement la scène maintenant. Le genre d'attention que ma mère avait toujours recherché, mais pas comme ça. Jamais comme ça. Ma mère a essayé de sauver la situation. C'est un malentendu. Des blagues de famille sont sorties de leur contexte. Une blague? Une autre voix. Une femme dans la soixantaine avec des cheveux argentés et un visage bienveillant. Je lui avais vendu une photographie plus tôt dans la soirée. Dire à votre fille qu'elle n'a rien d'important à faire. L'appeler de l'aide gratuite. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Plus de murmures, plus de jugement. Le capital social que ma mère avait passé des décennies à accumuler s'évaporait en temps réel. Je pense, a dit Tante Ruth doucement, qu'il est peut-être temps pour vous de partir. Le visage de ma mère est devenu écarlate. Mon père lui a pris le bras. Megan pleurait maintenant. De vraies larmes d'humiliation.
Derek restait figé, comprenant enfin que ces tactiques de tribunal ne valaient rien ici. Wendy, a dit ma mère, sa voix tremblante. Tu vas le regretter. Non, ai-je dit calmement. Vraiment pas, ma mère est partie en premier. Elle a tourné les talons sans un autre mot, tirant mon père derrière elle. La porte de la galerie s'est fermée avec un clic doux qui a résonné plus fort qu'un claquement. Megan s'est attardée, le mascara coulé, les bras enroulés autour d'elle-même comme une enfant surprise en train de mal se conduire. Wendy, sa voix s'est brisée. Je ne savais pas que tu ressentais ça. Je pensais que tu aimais aider. Non, tu ne le pensais pas, ai-je dit, sans méchanceté. Tu n'y pensais pas du tout. Aucun de vous ne le faisait. Derek a mis une main sur l'épaule de Megan. Pour une fois, il n'a rien dit. Peut-être qu'il était enfin à court d'arguments. J'espère que ta grossesse sera saine, ai-je ajouté. J'espère que tes enfants seront heureux. Mais je ne serai plus leur tante à demeure. Si tu veux être dans ma vie, ça doit être différent. Ça doit être égal. Megan a hoché la tête, les larmes coulant. Je comprends. Je n'étais pas sûr qu'elle comprenait, mais ce n'était plus mon travail de lui faire comprendre. Ils sont partis par la même porte que nos parents avaient utilisée. La galerie a poussé un soupir collectif. Tante Ruth est apparue à côté de moi, passant un bras autour de mes épaules. Ça va? Je pense. J'ai laissé échapper un rire tremblant. Je viens d'envoyer balader toute ma famille en public à ma propre exposition d'art. Tu l'as fait, et tu as été magnifique. Marcus s'est approché, pressant une nouvelle coupe de champagne dans ma main. Pour ce que ça vaut, je fais ça depuis 20 ans. Je n'ai jamais vu un vernissage tout à fait comme celui-ci. Est-ce que c'est bon ou mauvais? Il a souri. Disons juste que tout le monde ici va se souvenir de votre nom. Et ça, Wendy Dixon, c'est exactement ce dont un artiste a besoin. J'ai regardé autour de moi mes photographies, ma galerie, ma nouvelle vie. Pour une fois, je ne me sentais pas invisible. Au moment de la fermeture de la galerie ce soir-là, j'avais vendu 8 des 15 photographies. 8 pièces, 14 000 $ de vente totale. 8 400 $ iraient à moi, 60%, juste comme le contrat le promettait. Marcus m'a tendu l'imprimé des transactions de la soirée alors que le dernier invité sortait. Pas mal pour un vernissage, surtout avec un drame familial inattendu. J'ai fixé les chiffres. 8 400 $, plus que ce que j'avais gagné en 3 mois de travail comptable à temps partiel. Madame Peyton veut commander une pièce, a continué Marcus. Elle a une maison de vacances à Big Sur. Elle veut que vous photographiez le littoral. Une commande. Les collectionneurs privés travaillent souvent comme ça. Elle a aimé votre œil. Elle veut voir ce que vous ferez avec son paysage. Il m'a tendu une carte de visite. Le contact de son assistante. Appelez-les la semaine prochaine. J'ai glissé la carte soigneusement dans ma pochette à côté de ma copie du contrat de la galerie et de l'interview du magazine. Marcus a ajouté, Suzanne a dit qu'elle avait assez de matière pour un reportage. Il vous envisage pour la couverture du mois prochain. Couverture d'un vrai magazine, avec mon nom, mon visage et mon histoire. Tante Ruth m'a aidé à rapporter les photographies invendues dans ma chambre au-dessus du café ce soir-là. Cette pièce attendant encore les bons acheteurs, mais 7, c'était mieux que 15. 7 signifiait que des gens avaient vu de la valeur dans ce que je créais. J'ai posé le chèque sur mon bureau, le premier chèque que j'ai jamais reçu pour mon art, et je l'ai photographié, pas pour le poster nulle part, juste pour me souvenir. À l'ordre de Wendy Dixon, 8 400 $. Preuve. La preuve physique que je n'étais pas rien, que je n'avais jamais été rien du tout. 2 mois plus tard, ma nouvelle vie avait un rythme. Je me réveillais à 5 heures, regardais le soleil se lever sur le Pacifique depuis ma fenêtre, et ouvrais le « Ceramic Cup » à 6 heures. Équipe du matin jusqu'à midi, versant du café, discutant avec les habitués, apprenant les noms des locaux qui me reconnaissaient maintenant comme la nièce de Ruth, la photographe. Les après-midi appartenaient à mon travail. J'avais loué un petit studio à 3 pâtés de Maison du Café, juste assez grand pour mon équipement de montage et une station d'impression. L'exposition de la galerie était terminée, mais Marcus avait déjà programmé une autre exposition pour le printemps. Cette fois, une série intitulée Limite. Des photographies de bord, de seuil, les espaces entre l'appartenance et la solitude. Cela semblait juste.
L'article du magazine est sorti en octobre. Mon visage en couverture de Carmel Magazine à côté du titre, l'artiste qui a appris à se voir elle-même. L'article racontait mon histoire, édité bien sûr, avec les noms changés pour protéger les innocents et les coupables. Mais la vérité était là. L'invisibilité, le point de rupture, le choix. Des gens m'ont contacté. Des femmes qui avaient été l'aide familiale, celles sur qui on pouvait compter, celles que tout le monde oubliait de remercier. Leurs messages ont rempli ma boîte de réception comme un cœur de reconnaissance. Je pensais que j'étais la seule. Tu m'as donné la permission de partir. Merci de m'avoir montré que c'est possible. Ma famille m'a contacté aussi, finalement. Megan a envoyé un texto après la naissance du bébé, une fille nommée Charlotte. Elle a envoyé une photo. J'ai envoyé des félicitations et une carte cadeau. Rien de plus. Ma mère a appelé une fois. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal demandant si j'avais fini de faire ma crise. Je l'ai supprimé. Mais mon père m'a surprise. Son email est arrivé un mardi soir, long de 3 phrases. Wendy, j'ai vu le magazine. Je suis fier de toi. Celui-là, je l'ai gardé. Aujourd'hui, je suis assise dans mon studio, regardant le Pacifique. L'appareil photo Canon que j'ai acheté chez ce prêteur sur gage trône toujours sur mon étagère, plus vieux maintenant, abîmé, mais fonctionnant toujours. À côté de lui se trouve un modèle plus récent, un que j'ai acheté avec l'argent gagné grâce à mon article. Les 2 appareils comptent. L'un m'a rappelé de voir, l'autre prouve que les gens m'ont vu en retour. Ma 2e exposition ouvre le mois prochain. Limite. 15 nouvelles photographies, chacune explorant les bords de la connexion, là où la famille finit et où le soi commence, là où l'obligation bascule dans l'exploitation, là où l'amour devient quelque chose d'entièrement différent. Je pense que cela pourrait être mon meilleur travail à ce jour. Tante Ruth passe chaque matin avec du café et des commentaires. Marcus prend des nouvelles chaque semaine avec des mises à jour sur les collectionneurs et les opportunités. Les habitués du « Ceramic Cup » ont commencé à demander la « table de la photographe » près de la fenêtre, où j'édite parfois des photos entre les clients. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas célèbre. Mais je suis vu. Et c'est suffisant. Quant à ma famille, nous existons dans une nouvelle configuration maintenant. Carte de Noël, texto d'anniversaire, la mise à jour occasionnelle sur les enfants. Civil, distant, plus un qu'avant. Je ne suis pas retourné à Boston. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais seulement en tant que visiteuse, jamais en tant que domestique. L'autre jour, je parcourais de vieilles photographies et j'en ai trouvé une que j'avais prise il y a des années. Un autoportrait pris dans le miroir de mon appartement de Boston, à l'époque où j'étais encore invisible. La femme sur cette photo avait l'air fatiguée, vaincue, comme si elle attendait la permission d'exister. Je l'ai supprimée. Cette femme a disparu maintenant. À sa place, il y a quelqu'un qui prend de la place, qui crée de belles choses, qui dit non quand elle pense non, et oui seulement quand elle le choisit. Quelqu'un qui s'est enfin laissé voir. C'est ça la vraie histoire. Pas la vengeance, pas le triomphe. Juste la liberté. D'un point de vue psychologique, l'histoire de Wendy illustre ce qu'on appelle la parentification, quand un enfant, souvent l'aîné, assume des responsabilités d'adulte sans reconnaissance ni réciprocité. Elle occupait également le rôle de bouc émissaire, le membre de la famille dont les besoins sont constamment dépriorisés, tandis qu'un enfant roi, Megan, reçoit une attention et des ressources sans fin. Voici ce que je veux que vous reteniez de tout ça. Fixer des limites n'est pas une trahison. Ce n'est pas un abandon. C'est la reconnaissance que vous ne pouvez pas verser à boire à partir d'une coupe vide, et que les gens qui vous aiment vraiment ne vous le demanderont pas. Si vous êtes dans une situation comme celle de Wendy, souvenez-vous que votre valeur ne se mesure pas à votre utilité pour les autres. Elle est inhérente. Elle a toujours été là. Et parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire n'est pas de riposter. C'est de partir. Construisez quelque chose qui vous appartient. Laissez votre vie parler plus fort que n'importe quel argument ne le pourrait jamais. Vous méritez ça. Nous le méritons tous.